Ma mère a organisé un dîner de famille avec 33 proches, et j'ai été ignoré comme un étranger. Soudain, elle s'est levée, a arraché mes photos du mur et les a jetées à la poubelle en hurlant « Espèce de sangsue. Tu as saigné cette famille à blanc. » Mon père l'a soutenue en criant « Rembourse tout ce qu'on a dépensé pour t'élever, quel gâchis !» Ma sœur a ricané, m'a poussé vers la porte, tandis que toute la famille me lançait des insultes. Je n'ai rien dit. Je suis simplement parti. Une semaine plus tard je m'appelle Harper, j'ai 27 ans, et la nuit où ma vie s'est finalement brisée en deux a débuté par un dîner de famille que je n'avais jamais demandé. Quand je suis entré chez mes parents ce dimanche-là, il y avait des chaises pliantes et des tables empruntées entassées dans chaque coin. 33 membres de la famille, tous habillés comme pour un banquet d'église, se sont tournés et m'ont regardé comme si je m'étais trompé de film. Personne ne m'a serré dans ses bras. Personne n'a dit « content de te voir ». Quelques personnes ont à peine hoché la tête, puis sont retournées à leur conversation, comme si j'étais une inconnue entrée par hasard depuis la rue. J'aurais dû faire demi-tour et partir. Au lieu de cela, je me suis assise sur la seule chaise vide au bout de la table. La nourriture circulait déjà, mais personne ne m'a demandé si je voulais une assiette. Personne n'a fait de place. Je suis restée assise là, à les écouter rire de promotion, de mariage, de baby shower, de toutes ces étapes pour lesquelles je ne semblais pas qualifié. Puis ma mère s'est levée. Elle s'est dirigée vers le mur où toutes les photos de famille parfaites étaient alignées, a saisi les cadres avec mon visage, et les a arrachés un par un. Le verre a clinqué, et tout le monde s'est tu. Elle a jeté mes photos dans la poubelle qu'ils avaient opportunément placée juste à côté de la table, et a dit assez fort pour que toute la pièce entende que j'étais une sangsue qui allait saigner cette famille à blanc. Mon père ne lui a pas dit d'arrêter. Il m'a regardé droit dans les yeux et a exigé que je rembourse chaque dollar qu'ils avaient dépensé pour m'élever. Que je n'étais rien d'autre qu'un investissement gâché. Ma sœur a reculé sa chaise, s'est levée, et a fait signe vers la porte comme si elle escortait un client gênant hors d'un magasin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mon sac, je suis sorti de la maison d'où il venait de m'effacer, et j'ai commandé une voiture pour rentrer à mon appartement. Il pensait que c'était la fin. Il n'avait aucune idée que je suivais discrètement ce qu'il faisait à mon nom et à mon crédit depuis des mois, et que ce dîner était la dernière impulsion dont j'avais besoin pour transformer leur petit spectacle parfait en une vengeance légale qu'ils ne verraient jamais venir. Si vous voulez savoir comment une fille mise à l'écart a transformé un dîner humiliant en la nuit où ses parents ont enfin payé pour tout ce qu'ils faisaient dans l'ombre, restez avec moi jusqu'à la fin. Quand je suis rentré à mon appartement ce soir-là, mes mains tremblaient, mais pas à cause de ce qu'ils avaient dit, plutôt de ce qu'ils venaient de confirmer. Ils ne me voyaient plus comme une fille. J'étais une ligne comptable, une dette, quelque chose dont ils pensaient posséder le reçu. J'ai jeté mes clés sur le comptoir, enlevé mes chaussures, et je suis allé directement vers mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Je n'ai envoyé de SMS à personne. Je n'ai rien posté. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé une phrase en haut, en majuscule, pour ne pas oublier pourquoi je faisais ça. Ce n'est pas une question de sentiments blessés. C'est à propos de ce qu'ils ont fait à mon nom. Tandis que l'écran brillait dans l'appartement sombre, j'ai commencé à rembobiner tout ce que je savais sur ma famille. Ma mère, c'est Diane, une cadre supérieure dans une coopérative de crédit local juste à l'extérieur d'Austin. Le genre de personne qui aime vous rappeler qu'elle comprend l'argent chaque fois que vous essayez de prendre une décision sans elle. Mon père, c'est Gérald, copropriétaire d'une entreprise de chauffage et climatisation. Fier de l'avoir bâti à partir de rien, et fier de me rappeler combien cela a coûté de m'élever. Ma sœur aînée, Mallory, est la conseillère d'orientation que vous voyez sur les brochures scolaires. Tout en sourire doux et citations inspirantes sur Facebook. Nous sommes les Brox, la famille texane polie avec des pulls de Noël assortis et des photos mises en scène à chaque barbecue, remise de diplômes et événements d'église. Hors ligne, cela a toujours été différent. Quand je leur ai dit que je me lançais dans le design UX au lieu de la comptabilité ou des soins infirmiers, Diane a appelé ça une phase et a demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Gérald plaisantait devant tout le monde en disant que j'étais l'artiste, ce qui, dans sa voix, signifiait l'irresponsable. Chaque choix que je faisais qui ne correspondait pas à leur scénario devenait une dette qu'ils pensaient que je devais. À l'université, Diane a insisté pour que j'ouvre un compte conjoint avec elle, juste pour aider à gérer tes factures pour que tu ne gâches pas ton crédit. À l'époque, j'avais 19 ans, j'étais épuisé et je signais tout ce qu'elle mettait devant moi. Elle a configuré la banque en ligne sur mon ordinateur, enregistré tous les mots de passe,
et m'a dit de ne pas les changer parce que c'est moi qui répare les choses quand tu oublies de payer. Des années plus tard, après avoir déménagé à Austin et obtenu mon propre logement et mon propre travail, elle était toujours celle qui connaissait mon numéro de sécurité sociale par cœur, toujours celle qui insistait pour que mon courrier arrive chez eux parce que c'est plus sûr. Je pensais que c'était juste du contrôle. Je ne pensais pas que c'était criminel jusqu'à ce que les lettres commencent à arriver. Quelques mois avant ce dîner, j'ai reçu un avis d'une banque dont je n'avais jamais entendu parler, me remerciant d'avoir demandé un prêt personnel. J'ai supposé que c'était une publicité et je l'ai jeté. Puis une autre enveloppe est arrivée, cette fois concernant une nouvelle ligne de crédit. À peu près au même moment, l'application gratuite de score de crédit sur mon téléphone m'a alerté d'une chute qui n'avait aucun sens. Je payais ma seule carte de crédit à temps. J'étais à jour sur mes prêts étudiants. Rien de ce que j'utilisais réellement n'expliquait cette baisse. J'ai fait une capture d'écran, j'ai voulu appeler quelqu'un, puis ma semaine s'est remplie d'échéances et de réunions, et j'ai laissé passer. Ce soir-là, après le dîner, je n'ai rien laissé passer. J'ai sorti mon rapport de crédit annuel et j'ai demandé mes dossiers à chaque bureau. Pendant que les fichiers se téléchargeaient, je me suis forcé à rester immobile, respirant lentement, laissant la colère se dissiper juste assez pour ne pas faire d'erreurs stupides. Quand les PDF se sont ouverts, c'était comme si quelqu'un avait allumé des néons agressifs dans une pièce que je n'avais vue qu'à la lueur d'une bougie. Il y avait des comptes que je n'avais jamais vus, ouverts dans des villes où je n'avais jamais vécu, tous liés à des versions de mon nom et à mon ancienne adresse chez mes parents. De petits prêts personnels, une carte de magasin, une ligne de crédit qui avait été maxée puis intégrée dans un prêt de consolidation. Les dates correspondaient parfaitement aux années où j'avais été trop occupé pour lire chaque courrier qu'ils me transféraient. L'adresse postale sur presque tous les comptes était celle de mes parents. Le numéro de téléphone sur plusieurs était celui de Diane. Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran, attendant qu'une autre explication apparaisse. Ce ne fut pas le cas. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et j'ai commencé à tout y glisser. Rapport de crédit, capture d'écran des alertes sur mon téléphone, photos que j'avais prises de vieilles enveloppes quand je pensais que c'était juste du spam bizarre. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à noter les numéros de compte à la main, encerclant chacun de ceux qui indiquaient l'adresse de mes parents au lieu de la mienne. Ensuite, je suis allé sur le site gouvernemental pour le vol d'identité et j'ai suivi les étapes une par une. J'ai déposé un rapport officiel décrivant comment quelqu'un ayant accès à mes informations personnelles et à mon ancien compte conjoint avait ouvert des lignes de crédit sans mon consentement, et les avait fait acheminer via une adresse où je ne vivais plus. J'ai répondu à chaque formulaire comme si je parlais à un jury. Après cela, j'ai placé des alertes à la fraude auprès de chaque bureau de crédit, puis j'ai initié un gel, verrouillant mon dossier pour que personne ne puisse ouvrir quoi que ce soit de nouveau à mon nom sans passer par des niveaux de vérification. Ce n'est qu'une fois tout cela terminé que j'ai ouvert mon logiciel de design. S'il y avait une chose que je savais faire, c'était prendre une histoire compliquée et la rendre impossible à ignorer. J'ai mis en page une infographie simple, rien d'extraordinaire, juste des icônes propres, des chiffres en gras et de courtes lignes de texte sur la façon dont le vol d'identité peut commencer au sein de votre propre famille. Je n'y ai mis aucun nom. Pas le mien, pas le leur. Juste des modèles, des signes avant-coureurs, et une petite ligne discrète en bas qui disait « C'est arrivé à moi ». Je l'ai enregistré sous un nom de fichier générique qui ne criait pas vengeance, je l'ai exporté, et j'ai fixé l'image finie. Ils pensaient que tout garder dans l'ombre les protégerait. J'en avais fini de laisser quoi que ce soit dans l'ombre. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une scène d'accident de voiture. L'écran de verrouillage n'était qu'un mur d'appels manqués et d'aperçus de textos empilés les uns sur les autres. D'abord, c'était mon père vers 5 heures du matin. Appel après appel, comme s'ils pensaient pouvoir me ramener dans leur maison par pure persévérance. Puis ma sœur a commencé, 20 appels manqués à 7 heures, une série de messages disant que j'avais embarrassé tout le monde et que je devais des excuses à maman et papa. À 10 heures, ma mère avait rejoint le chœur, non pas avec la rage de la veille, mais avec des paragraphes qui commençaient par « Nous devons parler calmement de tout ça » et finissaient par « S'il te plaît, décroche juste une fois ». Je me tenais dans la cuisine en vieux t-shirt, regardant les chiffres grimper. Chaque vibration me serrait la poitrine, mais je n'ai rien ouvert. J'ai juste pris des photos des notifications une par une et je les ai enregistrées dans le même dossier où j'avais mis les rapports de crédit, les reçus, les preuves qu'ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose ou quand ils réalisaient qu'ils avaient finalement poussé le bouchon trop loin. J'ai fait du café, je me suis assise à la table et j'ai rouvert mon ordinateur portable.
L'infographie que j'avais terminée la nuit dernière était toujours sur l'écran, tout en lignes épurées et couleurs simples, criant silencieusement, « Cela peut arriver au sein de votre propre famille ». Je l'ai téléchargée sur un compte anonyme que j'avais sur un grand site de discussion, dans un subreddit sur les finances personnelles et le crédit. Le titre du post était simple. Ma famille a utilisé mon identité pendant des années. Voici ce que j'aurais aimé remarquer plus tôt. J'ai joint l'image, tapé une courte légende sur une personne proche abusant de l'accès à mes informations, et j'ai cliqué sur publier avant de trop réfléchir. Ensuite, j'ai fait la même chose sur LinkedIn, mais en adoucissant le ton, en le présentant comme une pièce éducative sur les signaux d'alarme et l'importance de surveiller son crédit. J'ai supprimé tout ce qui pouvait pointer directement vers mes parents. Je ne cherchais pas le drame public. Je cherchais la pression. Pendant un moment, rien ne s'est passé. J'ai répondu à quelques emails professionnels, envoyé une mise à jour de prototype à mon équipe, fait semblant que ma vie n'était pas en feu. Puis les notifications ont changé. Les gens ont commencé à commenter, posant des questions, partageant leurs propres histoires de parents et de conjoints ouvrant des comptes dans leur dos. C'était à la fois réconfortant et terrifiant de réaliser à quel point c'était courant. Un message privé, DM, est sorti du lot. Le nom d'utilisateur était un pseudo générique, mais le message semblait étrangement familier. Il me remerciait d'avoir posté, disait que la mise en page rendait les choses faciles à comprendre, puis ajoutait une ligne qui m'a donné la chair de poule. Une partie de ça ressemble exactement à ce que ma sœur fait à la famille. Une minute plus tard, un autre message est arrivé du même compte. Harper, c'est toi. Je me suis figé. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ma vie qui savent que je fais à la fois du travail UX et des projets de design, et encore moins qui reconnaîtraient mon style de mise en page à partir d'une seule infographie. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde avant de répondre en demandant qui c'était. La réponse est venue presque immédiatement. C'est Janine. La sœur aînée de ma mère, la comptable, celle qui semblait toujours un peu en retrait sur les photos de famille, comme si elle avait été rajoutée au dernier moment. Elle a demandé si nous pouvions parler ailleurs que dans le chat de groupe que maman utilisait pour envoyer les invitations de vacances. Nous sommes passés à un appel privé. Je suis sorti sur mon petit balcon tandis que la circulation matinale bourdonnait dans la rue en contrebas. La voix de Janine semblait fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Elle a dit qu'elle avait vu mon post sur LinkedIn en premier, puis avait trouvé le même graphique reposté sur Reddit, et quelque chose dans son estomac avait lâché. Elle m'a raconté comment, quelques années auparavant, ma mère l'avait aidée à restructurer une dette après une mauvaise passe avec ses clients freelance. Elle a dit qu'elle avait signé une pile de documents parce que Diane lui avait dit qu'il s'agissait simplement de consolider des cartes de crédit en un seul paiement. Janine s'était dit que c'était plus simple de laisser la personne qui s'y connaissait en argent s'en occuper. Récemment, cependant, des lettres avaient commencé à arriver concernant un prêt que Janine jurait n'avoir jamais pris. Quand elle a interrogé Diane, ma mère a balayé ça d'un revers de main comme une erreur administrative et lui a dit de l'ignorer. Pendant que Janine parlait, j'ai ouvert un autre nouveau fichier et j'ai commencé à taper chaque détail qu'elle me donnait. Les noms des banques, les dates approximatives, les montants dont elle se souvenait, les mots que ma mère avait utilisés. À un moment donné, Janine s'est arrêtée et a demandé très doucement, « Harper, est-ce qu'elle t'a fait ça à toi aussi ?» Je lui ai parlé de mes rapports de crédit, des comptes que je n'avais jamais ouverts, de mon nom lié à leur adresse des années après mon déménagement. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, l'inspiration lente de quelqu'un qui réalise qu'un soupçon qu'il a depuis longtemps est enfin confirmé. Elle a dit qu'elle n'avait jamais fait confiance à la façon dont Diane s'immisçait dans les finances de tout le monde, mais qu'elle s'était convaincue que c'était juste Diane étant contrôlante, pas criminelle. Je pensais que je lui étais redevable pour son aide, a-t-elle admis. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir payé avec des intérêts que je n'ai jamais acceptés. Nous avons convenu qu'elle scannerait et m'enverrait par email chaque document qu'elle pourrait trouver, chaque lettre de créancier, chaque erreur que Diane lui avait dit d'ignorer. Quand nous avons raccroché, j'avais une nouvelle pile de pièces de puzzle et une image très claire qui se formait dans mon esprit. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était un système. Mon téléphone a vibré à nouveau avec un appel de mon père, puis de ma mère, puis d'un cousin. J'ai laissé sonner, regardant leur nom clignoter sur l'écran. Pendant des années, ils avaient agi comme si je les épuisais. Maintenant, je commençais à voir combien de personnes ils avaient silencieusement épuisées pour maintenir en vie cette image d'une famille généreuse et prospère. J'ai coupé ma sonnerie, ouvert mes fichiers, et commencé à construire une chronologie qui ne se souciait pas des vacances,
des liens du sang ou des sentiments blessés. Elle ne se souciait que des dates, des montants et des signatures. Mallory m'a envoyé un texto 2 jours plus tard, comme si rien de vraiment catastrophique ne s'était produit. Elle a d'abord envoyé une seule ligne demandant si je pouvais la rencontrer pour un café près du centre-ville pour parler comme des adultes, comme si c'était moi qui avais arraché les photos du mur. J'ai failli l'ignorer, mais elle a enchaîné avec « C'est à propos de maman et de l'argent. S'il te plaît. » Cette deuxième phrase a fait ce que 33 parents me criant dessus n'avaient pas pu faire. Elle m'a rendue curieuse. Nous nous sommes rencontrés dans un café à quelques pâtés de maison de mon bureau, le genre d'endroit avec des plantes suspendues au plafond et du café froid hors de prix. Mallory était déjà là, assise dans un coin avec son badge scolaire fourré dans son sac à main, les yeux cernés comme si elle n'avait pas dormi depuis le dîner. Quand elle m'a vu, elle a essayé de sourire, mais son visage s'est décomposé à mi-chemin. Je me suis assise en face d'elle, les mains enroulées autour d'une tasse juste pour les garder immobiles. Pendant une minute, nous avons simplement existé dans le même espace. Deux personnes avec le même nom de famille et aucune idée de comment se parler sans faire semblant que tout allait bien. Finalement, elle a dit qu'elle était désolée de la façon dont les choses s'étaient passées au dîner. Pas désolée pour ce qu'elle avait fait, juste désolée que ça ait dégénéré. Elle a blâmé le stress, l'économie, la pression sur maman et papa, comme si tout cela expliquait le fait d'être poussé hors de sa propre famille comme si on s'incrustait à la fête d'un inconnu. Je l'ai laissée parler jusqu'à ce qu'elle soit à court d'excuses. Ensuite, j'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai fait glisser sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes rapports de crédit avec chaque compte que je n'avais pas ouvert surligné. Je lui ai dit que je portais plainte pour vol d'identité, que des alertes à la fraude étaient déjà sur mon dossier, et que les régulateurs et la banque allaient commencer à poser des questions qu'elle n'allait pas aimer. Son visage est devenu pâle quand elle a vu l'adresse de ses parents encore et encore à côté de mon nom. Elle a essayé de me dire que Diane avait juste essayé d'aider, que maman savait comment obtenir de meilleurs taux, que c'était ainsi que les familles fonctionnaient quand elles se faisaient confiance. Je lui ai demandé quand exactement la confiance avait commencé à signifier signer le nom de quelqu'un d'autre sur un prêt. Ça l'a fait taire. J'ai pointé un prêt de taille moyenne ouvert il y a 3 ans. Une autre ligne de crédit roulée dans une consolidation, utilisant toutes mes anciennes informations de compte conjoint et mon numéro de sécurité sociale. Puis je lui ai montré l'email que Janine m'avait transféré. Celui où maman la rassurait en disant qu'une lettre mystérieuse d'un prêteur n'était qu'une confusion et qu'il fallait l'ignorer. Mallory l'a lu 2 fois, les sourcils froncés d'une manière qui ressemblait plus à de la reconnaissance qu'à un choc. Quand je lui ai demandé franchement si maman avait déjà utilisé ces informations pour quoi que ce soit, elle a hésité juste assez longtemps pour répondre à la question sans dire un mot. Finalement, elle a admis qu'il y avait eu quelques fois où maman avait géré des choses pour elle aussi. Des moments où Mallory avait été occupée à commencer son nouveau travail et ne voulait pas s'occuper de la paperasse. Une petite consolidation. Maman avait appelé ça une cosignature inoffensive sur un refinancement. Mallory avait signé quelques pages parce que maman lui avait dit où mettre ses initiales et où dater, et que c'était plus facile que de lire chaque ligne. Pendant qu'elle parlait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et sorti une autre copie de mes notes. J'ai demandé à Mallory si elle se souvenait des noms des banques, des dates approximatives, de n'importe quel montant. Elle s'en souvenait. Trop d'entre eux correspondaient aux prêteurs sur les lettres de Janine et à ceux attachés à mon dossier. Cela commençait à ressembler moins à des faveurs isolées et plus à un système. Plus Mallory remontait de vieux souvenirs, plus il s'alignait avec un modèle que j'étais déjà en train d'esquisser dans ma tête. Maman apparaissait pendant une crise, proposait de réparer les choses, collectait des signatures quand les gens étaient fatigués ou dépassés, puis redirigeait juste assez d'argent pour couvrir ce que papa et elle voulaient faire ensuite. Que ce soit payer une dette commerciale ou rénover une cuisine. Quand j'ai mentionné grand-mère Marion, quelque chose a vacillé sur le visage de Mallory à nouveau. Elle a dit que maman avait été celle qui avait tout géré quand Marion avait vendu sa maison et déménagé dans la résidence pour personnes âgées. Elle était allée à chaque réunion, avait filtré chaque appel, avait apporté un petit chèque net à la fête de déménagement, et avait dit à tout le monde que le reste était parti en frais et taxes. Cela n'avait jamais semblé correct à Mallory. Mais chaque fois qu'elle essayait de poser des questions, Diane l'agressait en la traitant d'ingrate. J'ai tapé pendant que Mallory parlait, construisant une chronologie approximative. Année 1, je commence l'université, j'ouvre un compte conjoint avec maman. Année 2, Janine traverse une mauvaise période avec ses clients. Maman intervient. Année 3, grand-mère vend sa maison.
Année 4, l'entreprise de CVC de papa a soudainement un nouveau camion de travail et un bureau rénové. Sur le papier, ce n'était que des chiffres. Dans la vraie vie, c'était des faveurs, de la culpabilité, et une longue histoire de Diane rappelant à tout le monde combien il lui devait. Quand j'ai dit à Mallory que j'avais déjà déposé un dossier auprès de la FTC, ses yeux se sont écarquillés. Quand j'ai mentionné que la propre coopérative de crédit de maman serait obligée d'enquêter une fois qu'ils verraient combien de prêts étaient liés aux proches de leur employé, elle a finalement arrêté d'essayer d'enjoliver la situation. Pendant quelques secondes, elle a juste fixé la table, puis a demandé calmement ce que je comptais faire ensuite. Je lui ai dit que j'allais parler à un avocat, pas pour poursuivre la famille pour le plaisir, mais pour me protéger avant que leur gâchis ne brûle complètement mon avenir financier. Si cela signifiait traîner toute cette structure pourrie dans la lumière, alors c'était ce que cela signifiait. Mallory a dégluti difficilement et a dit qu'elle m'enverrait chaque email, texto et capture d'écran qu'elle avait impliquant maman et l'argent, surtout tout ce qui était lié à grand-mère ou Janine. Elle a admis qu'elle ne voulait pas que maman aille en prison, mais qu'elle était aussi fatiguée de vivre avec ce sentiment malade que quelque chose n'allait pas et qu'elle aidait à le cacher. Alors que nous terminions, mon téléphone a vibré à nouveau avec un texto d'un numéro inconnu contenant une photo floue. Mon père debout à côté d'un camion de CVC à l'allure classique, souriant avec une bière à la main. La légende disait, drôle comme cette mise à niveau est arrivée vite après que grand-mère a vendu la maison, hein. C'était de mon oncle du côté de papa, celui qui avait toujours plaisanté à moitié sur le fait que Gérald oubliait d'où venait l'argent de la famille. J'ai montré la photo à Mallory et j'ai regardé le dernier morceau de déni glisser de son visage. Dans le bus du retour, j'ai envoyé un email à un avocat spécialisé dans les droits des consommateurs dont le nom était revenu plusieurs fois dans les discussions sur les abus financiers. J'ai joint une version résumée de ma chronologie, les documents que j'avais jusqu'à présent, et je leur ai dit en langage clair que ce qui avait commencé comme un dîner de famille humiliant s'était transformé en une piste de signature, de prêts et d'argent manquant qui semblaient tous mener aux deux mêmes personnes. Mes parents pensaient avoir utilisé cette soirée pour me couper les vivres publiquement. Ce qu'ils ont fait en réalité, c'est me donner le dernier indice dont j'avais besoin pour suivre l'argent jusqu'à eux. Une semaine après avoir rencontré Mallory, ma mère s'est présentée à mon bureau comme si elle passait pour le déjeuner. Je l'ai su parce que la réceptionniste m'a envoyé un message sur Slack, et « Il y a une femme ici qui te demande. » Elle dit qu'elle est ta mère. Elle a l'air intense. Je suis sorti dans le hall et elle était là, dans son meilleur blazer de travail, les cheveux parfaitement laqués, serrant un dossier en cuir comme si elle allait vendre une hypothèque à quelqu'un. Elle a fait un grand sourire quand elle m'a vu, le même sourire qu'elle utilisait pour les voisins et les gens de l'église. « Harper », a-t-elle dit en se levant comme si nous étions deux professionnels se rencontrant pour un point amical. « On peut parler ?» J'ai jeté un coup d'œil à la réceptionniste, aux caméras dans les coins du plafond, et j'ai dit que nous pouvions parler ici même. Pas de porte close, pas de salle de conférence privée. Ma mère n'a pas aimé ça, mais elle s'est assise quand même. Elle a commencé par des excuses, le genre qu'on donne quand on est plus inquiet des apparences que des dégâts. Elle a dit que les choses s'étaient échauffées au dîner, que tout le monde était émotif, qu'elle ne pensait pas chaque mot qu'elle avait dit. Elle revenait sans cesse sur la difficulté de la situation pour elle et mon père, sur la pression qu'ils subissaient, sur l'ingratitude ressentie quand je suis parti au milieu d'une réunion de famille. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle montre la vraie raison de sa présence. J'ai vu quelque chose en ligne, a-t-elle dit, la voix baissant d'un cran. Une infographie sur les familles et le vol d'identité. Les gens parlent. J'ai besoin de savoir ce que tu racontes sur nous. Et voilà. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, est-ce que je t'ai blessé? Juste, qu'est-ce que tu dis aux autres qui pourrait rendre ma vie plus difficile? Je lui ai dit que j'avais posté un graphique éducatif sur ce qui peut arriver quand quelqu'un abuse de l'accès aux informations financières d'une autre personne. Je lui ai rappelé que je n'avais pas utilisé de nom, pas mentionné de lieu, pas pointé quelqu'un directement. Mais je lui ai aussi dit que j'avais déposé un rapport officiel de vol d'identité et gelé mon crédit. Je lui ai dit que les banques et les régulateurs allaient commencer à poser des questions sur ce qu'elle avait fait avec mon numéro de sécurité sociale et notre ancien compte conjoint. La couleur a quitté son visage. Pendant une seconde, elle a abandonné le ton aimable. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à ma carrière ?» a-t-elle lancé sèchement. « À cette famille ?» Je lui ai dit que j'avais une idée très claire de ce qu'elle avait fait à mon crédit, à celui de Janine et probablement à celui de grand-mère. Bien avant de cliquer sur envoyer pour n'importe quel rapport, j'avais sorti un résumé imprimé de mon sac et l'avais fait glisser sur la table basse,
celui que j'avais préparé pour l'avocat à qui je parlais. Ce n'était pas tout, juste assez pour prouver que je ne devinais pas. Il y avait des dates, des prêteurs, des montants, et la même adresse personnelle apparaissant encore et encore. Ma mère l'a fixé, la mâchoire serrée. « Tu ne comprends pas comment ça marche ?» a-t-elle dit, essayant enfin de reprendre le contrôle. « Je connais des gens dans ces endroits. Je sais comment structurer les prêts pour qu'ils présentent bien sur le papier. J'ai fait ça pour t'aider à construire du crédit, pour aider Janine, pour aider maman. Personne ne se plaignait jusqu'à ce que tu décides d'en faire un spectacle. » Je lui ai rappelé qu'aider quelqu'un implique généralement de lui dire ce à quoi on l'inscrit, pas de forger sa signature, puis de lui dire d'ignorer les lettres des créanciers. J'ai mentionné l'email de Janine où ma mère qualifiait un avis sérieux d'erreur administrative. J'ai mentionné la chronologie de l'argent qui affluait sur ses comptes et dans l'entreprise de papa juste après des événements familiaux majeurs. Ses yeux ont lancé des éclairs. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait vraiment me crier dessus dans le hall. Au lieu de cela, elle s'est penchée en avant et a baissé la voix, ce qui était honnêtement pire. « Tu es ma fille », a-t-elle dit. Comme si cela lui donnait une autorité légale sur mon existence. On ne se traîne pas mutuellement devant les tribunaux. On ne déballe pas les affaires de famille devant des étrangers. Tu veux que ton crédit soit réparé? Je vais le réparer. Je vais passer quelques coups de fil, déplacer quelques trucs, mais tu dois arrêter ce que tu as commencé. Retire ce que tu as posté. Dis à ceux à qui tu as parlé que c'était un malentendu. Derrière elle, mon patron Trevor était sorti d'une salle de réunion et faisait semblant de regarder son téléphone. Il était assez près pour entendre chaque mot. J'ai regardé ma mère dans les yeux et je lui ai dit non. Je n'effacerai rien. Je n'appellerai pas ça un malentendu. Je n'allais pas l'aider à garder ça enterré juste parce qu'elle avait peur de ce que ça ferait à son titre professionnel. Elle s'est rassise, le regard froid maintenant, et a dit, si ça explose, ça nous fera du mal à tous. Veux-tu vraiment être responsable de ça? Je lui ai dit qu'elle prenait le problème à l'envers. C'était elle qui signait son nom sur la vie des autres depuis des années. J'étais juste en train d'écrire enfin la mienne. Elle s'est levée assez vite pour cogner le dossier en cuir contre la table. Tu fais une erreur, a-t-elle dit entre ses dents. Quand ça te retombera dessus, ne viens pas pleurer chez moi. Elle est sortie du bâtiment sans regarder Trevor, ses talons claquant sur le carrelage comme un métronome. Après son départ, il s'est approché et a demandé si j'allais bien. Je lui ai raconté une version légèrement édulcorée, juste assez pour expliquer qu'il pourrait y avoir des appels téléphoniques inconfortables au bureau. Au lieu de reculer, il a proposé de mettre le conseiller juridique de notre entreprise dans la boucle si ma mère essayait de revenir ou si quelqu'un commençait à me harceler au travail. Ce petit geste, quelqu'un qui me croyait du premier coup, m'a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène. Au cours des 2 semaines suivantes, les ondes de choc ont commencé à se propager. Janine m'a envoyé des scans de tout ce qu'elle avait trouvé, des documents de prêt avec des signatures suspectes, des relevés de solde qui ne correspondaient pas à ses souvenirs, des emails où ma mère lui disait de ne pas trop réfléchir aux chiffres. Mon avocat a transmis certaines des informations, avec ma permission, au service de conformité de la coopérative de crédit de ma mère. Ils enquêtaient déjà sur elle à cause du rapport de vol d'identité et du nombre de prêts liés à ses proches. Maintenant, ils avaient plus que des signaux d'alarme. Ils avaient un motif récurrent. Un enquêteur de l'État m'a appelé pour poser des questions de suivi sur ma plainte. Ce n'était pas dramatique. Pas d'insigne brandi ou de scène de film, juste une voix calme passant en revue les dates et les comptes, vérifiant 2 fois que je n'avais autorisé rien de tout cela. Chaque fois que je répondais non, je pouvais sentir quelque chose de lourd basculer un peu plus en ma faveur. La nuit, quand la colère m'empêchait de dormir, je travaillais sur quelque chose de nouveau. L'infographie avait fait son travail, mais je voulais un endroit où les gens pourraient trouver des étapes concrètes s'ils traversaient la même chose. J'ai construit un site web simple à partir de zéro. Rien d'extraordinaire, juste une page d'accueil propre expliquant comment l'abus financier et le vol d'identité peuvent se produire au sein des familles, des liens vers des ressources gouvernementales, et une section où je décortiquais mon histoire en études de cas anonymisées. Je n'ai pas mentionné mes parents par leur nom. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient assez laid par eux-mêmes. J'ai regardé le trafic augmenter lentement à mesure que les gens partageaient le site dans des forums et des groupes de discussion. Certains étaient des étrangers. D'autres, j'ai réalisé, étaient des parents. Une cousine dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'a envoyé un email depuis un compte personnel,
disant que la mise en page de mon étude de cas lui semblait inconfortablement familière et demandant si je pensais qu'elle devait vérifier ses propres rapports de crédit. Je lui ai dit oui. Pendant ce temps, les textos de mes parents passaient de la colère au silence pendant des jours entiers. Rien. Puis une rafale de messages de mon père sur le fait que la famille doit rester soudée et que les étrangers essaient de nous déchirer. Les étrangers qu'il visait étaient des enquêteurs et des auditeurs qui se fichaient de notre nom de famille. Il avait raison sur une chose, cependant. Quelque chose nous déchirait. Ce n'étaient simplement pas les gens qui posaient des questions. C'étaient les réponses. Il a fallu quelques mois pour que tout les rattrape, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose encore plus réelle. Ce n'était pas une scène de film dramatique où les flics défoncent la porte juste après un grand discours. C'était plus lent, plus silencieux, comme une mèche brûlant sous le plancher. D'abord est arrivée la lettre officielle de la coopérative de crédit de ma mère, celle où elle se vantait de travailler depuis plus de 20 ans. J'en ai eu une copie par mon avocat. Elle disait qu'il menait une revue interne sur plusieurs dossiers de prêts liés à elle et qu'il pourrait me contacter pour vérification. Une semaine plus tard, une enveloppe différente est arrivée du bureau des régulateurs de l'État demandant la permission d'utiliser ma plainte et mes documents dans le cadre d'une enquête plus large. J'ai signé chaque formulaire. Je voulais que chaque lampe torche possible soit braquée sur ce qu'ils avaient fait. Je n'ai pas vu la plupart de ce qui s'est passé ensuite en personne. J'en ai entendu parler par bribes. De la façon dont on regarde une maison où l'on a vécu se faire démolir à quelques rues de distance. Janine m'a raconté son entretien en premier. Elle a dit qu'elle s'était assise dans une salle de conférence avec 2 agents de conformité et un avocat, les mains jointes si fort sur ses genoux que ça lui faisait mal, et qu'elle leur avait détaillé chaque faveur que Diane avait faite au cours des 5 dernières années. Le prêt de consolidation, le refinancement, que personne n'avait entièrement expliqué. Les fois où Diane lui avait dit d'ignorer les lettres parce que, ces entreprises font des erreurs tout le temps. Ils ont montré à Janine des documents avec des signatures qui ne ressemblaient pas aux siennes et ont demandé si elle avait déjà donné la permission à Diane de signer pour elle. Elle a dit non. Ils ont demandé si elle avait déjà reçu la totalité des montants indiqués par ses prêts. Encore une fois, non. La partie de grand-mère Marion est venue ensuite. Elle était trop fragile pour supporter de longues réunions, alors son avocat a organisé une déposition à la résidence pour personnes âgées. D'après ce qu'il m'a dit plus tard, Marion a pleuré quand elle a vu sur papier combien d'argent était passé entre les mains de Diane quand sa maison a été vendue. Il y avait des revenus qu'elle n'avait jamais vus et des frais que personne n'avait expliqués. Elle avait fait confiance à sa fille pour veiller sur elle. Au lieu de cela, on aurait dit que Diane avait veillé sur elle-même et sur l'entreprise de Gérald en premier. Quelque part au milieu de tout ça, mon père a décidé d'essayer son propre genre de limitation des dégâts. Il a appelé un après-midi et s'est lancé dans un discours sur les étrangers qui essayaient de déchirer la famille, sur les enquêteurs qui ne comprenaient pas comment les familles s'entraident, officieusement. Quand je lui ai dit calmement que forger des signatures et détourner le produit de prêt n'était pas de l'entraide, il a changé de tactique et a demandé si je pouvais juste leur dire que tout était un malentendu, que j'avais réagi de manière excessive. J'ai dit non. Il m'a raccroché au nez. Les retombées officielles ont commencé avec le travail de ma mère. Sa coopérative de crédit l'a mise en congé, ce qui était leur façon polie de dire « ne revenez pas pendant que nous déterminons à quel point c'est grave ». Des collègues qu'elle connaissait depuis 20 ans auditaient soudainement des prêts qu'elle avait personnellement traités. Et beaucoup de ces prêts avaient des noms de famille familiers. Cousins, beaux-parents, le mien. Le motif n'était pas subtil. Ensuite, il y a eu une affaire civile. L'avocat de Janine et de ma grand-mère a intenté un procès, non seulement contre Diane, mais contre mes 2 parents, arguant qu'ils avaient bénéficié de l'argent obtenu par fraude et fausses déclarations. Mon nom était aussi dans les dossiers, en tant que victime de vol d'identité et de compte de crédit non autorisé. Mon avocat m'a demandé si je voulais être là en personne pour la première audience. J'y ai réfléchi longtemps et j'ai dit non. Je n'avais pas besoin de m'asseoir dans un tribunal et de regarder ma mère faire semblant de ne pas reconnaître sa propre écriture. Au lieu de cela, j'ai signé une déclaration sous serment, je l'ai juré devant un notaire, et j'ai laissé mon document parler pour moi. Malry y est allée. Elle m'a envoyé un texto après, disant qu'elle n'avait jamais vu maman paraître si petite. Diane et Gérald se sont présentés avec leur propre avocat, habillés comme si c'était dimanche à l'église, et non le début du chapitre le plus humiliant de leur vie. D'après ce que mon avocat a décrit, leur défense était exactement celle à laquelle je m'attendais. Ils ont insisté sur l'idée d'arrangements familiaux, de promesses verbales, d'aider les proches dans les moments difficiles.
Ils ont suggéré que des malentendus et de la négligence, et non une intention, avaient conduit à ce gâchis. Mais chaque fois qu'ils essayaient de présenter cela comme une série d'accidents, il y avait des chiffres qui ne correspondaient pas, des signatures qui semblaient fausses, et des chronologies un peu trop pratiques. L'argent affluait juste au moment où leur entreprise avait besoin d'un coup de pouce, juste au moment où ils voulaient moderniser un camion ou réparer la maison, juste après qu'un autre membre de la famille avait signé quelque chose qu'ils ne comprenaient pas tout à fait. Les enquêteurs au tribunal ne se souciaient pas des photos de vacances, de la présence à l'église ou de qui avait apporté quoi à Thanksgiving. Ils se souciaient de la documentation. Ils se souciaient du fait que l'identifiant de ma mère apparaissait sur des dossiers de prêts liés à des proches. La façon dont ces notes dans le système mentionnaient « relation forte avec l'emprunteur », alors que ces mêmes emprunteurs, comme Janine, étaient assis en face d'eux et disaient « je n'ai jamais accepté tout ça ». Finalement, la coopérative de crédit a pris sa décision. Ils ont licencié ma mère pour violation de multiples politiques internes et l'ont signalé à l'État. Sa licence a été suspendue le temps qu'il décide si elle serait un jour autorisée à travailler à nouveau dans ce domaine. Toutes ces années à se vanter d'être celle qui comprenait l'argent se sont terminées par son escorte hors d'un bâtiment qu'elle traitait autrefois comme sa deuxième maison. Du côté civil, mes parents ont conclu un accord avant que cela n'empire. Ils ont accepté de rembourser l'argent qui aurait dû aller à Janine et à grand-mère, plus des dommages supplémentaires. Ils ont accepté de faire annuler et supprimer chaque prêt qu'ils avaient ouvert en mon nom et au nom de Janine. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont soudainement découvert une conscience, mais parce que leur avocat leur a expliqué que se battre les exposerait à un examen encore plus minutieux, peut-être même à des accusations criminelles si le mauvais procureur s'y intéressait. Ils n'avaient pas l'argent liquide pour tout couvrir. Alors, ils ont fait ce que les gens comme eux juraient toujours de ne jamais avoir à faire. Ils ont vendu la maison en banlieue, celle avec le mur de photos de famille qui ne m'incluait plus. Ils ont vendu le camion miracle avec lequel mon père adorait poser. Ils ont vendu une partie de son entreprise, faisant entrer un partenaire qui, selon l'un de mes cousins, a clairement indiqué qu'il était là pour réparer le gâchis, pas pour protéger la fierté de Gérald. Les nouvelles vont vite dans une famille comme la nôtre. Certains parents étaient furieux contre moi au début, convaincus que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais déclenché l'apocalypse au lieu de garder les choses en interne. Ces mêmes parents sont devenus beaucoup plus silencieux une fois que des lettres sont arrivées à leur porte, les encourageant à vérifier leur propre compte pour des irrégularités. Quelques-uns m'ont contacté en privé pour me remercier, même s'ils ne le diraient jamais à voix haute lors d'une réunion. La dernière fois que mon père m'a appelé, il était tard, sa voix était rauque. Il a dit que j'avais tout détruit, que la famille était fauchée, que maman ne travaillerait peut-être plus jamais dans son domaine, que les gens à l'église chuchotaient. Il m'a dit qu'il espérait que j'étais heureuse, vivant ma petite vie indépendante pendant qu'il souffrait. Je l'ai écouté déblatérer jusqu'à ce qu'il soit à court de mots. Puis je lui ai dit la seule chose qui me semblait vraie. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de couvrir ce que vous faisiez depuis des années. Le trou dans lequel vous vous trouvez est celui que vous avez creusé vous-même. J'en suis juste finalement sorti. Il est resté silencieux pendant un long moment après ça. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus petite. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé que ça irait aussi loin. Je lui ai dit que c'était allé aussi loin la première fois que ma mère avait signé le nom de quelqu'un d'autre sur un prêt. La seule différence maintenant, c'était que quelqu'un avait enfin allumé la lumière. Quelques mois de plus ont passé et la version de ma famille qui existait sur les réseaux sociaux et dans mes souvenirs d'enfance a finalement cessé de correspondre à celle qui existait dans la vraie vie. Les nouvelles me sont parvenues par bribes. Mes parents avaient déménagé de la grande maison de banlieue pour s'installer dans une location exiguë à la périphérie de la ville, le genre d'endroit devant lequel on passe sans vraiment le voir. La pelouse dont mon père était obsédé avait disparu. Le mur de photos encadré avait été mis en carton. Les voisins qu'ils avaient impressionnés pendant des années ont à peine eu droit à un au revoir. Ma mère a essayé de sauver les apparences pendant un moment, s'habillant pour des entretiens d'embauche dans le même blazer qu'elle avait porté à mon bureau, mais les portes continuaient de se fermer. Il s'avère que la mention « licencié après enquête interne » ne fait pas bon effet lors d'une vérification des antécédents pour des emplois financiers. Elle a pris du travail à temps partiel là où elle le pouvait, rien de comparable à ce dont elle se vantait autrefois. Mon père a gardé une part de l'entreprise de CVC, mais ce n'était plus vraiment la sienne. Le nouveau partenaire est arrivé avec des tableurs et des conditions, pas des dîners de famille et des poignées de main. D'après ce qu'un oncle m'a dit, papa détestait devoir rendre des comptes à quelqu'un, détestait devoir justifier chaque dépense,
détestait que les gens chuchotent sur la raison pour laquelle il avait soudainement besoin de vendre des actifs en premier lieu. Pour la première fois de ma vie, les conséquences retombaient sur eux au lieu de retomber sur les gens sur qui ils s'appuyaient. Mallory a fini par être transférée dans un autre district scolaire après que des rumeurs ont commencé à circuler sur ses parents. Elle m'a envoyé un long texto un soir disant qu'elle était en colère, embarrassée et fatiguée d'avoir l'impression de devoir choisir entre être loyale et être honnête. Elle ne s'est pas excusée pour cette nuit au dîner, pas directement, mais elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'avais arrêté de rire aux blagues de la famille il y a des années. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'elle choisisse un camp. J'avais juste besoin qu'elle arrête de prétendre que ce qui s'était passé était normal. Nous ne sommes pas soudainement devenus meilleurs amis, mais il y a moins de parasites entre nous et plus d'honnêteté tranquille. Janine et moi nous parlons plus maintenant que nous ne l'avons jamais fait quand je grandissais. Elle m'envoie des photos de son chien et des nouvelles de grand-mère Marion, qui fait de la physiothérapie et gère son argent selon ses propres termes pour la première fois depuis longtemps. Grand-mère m'a écrit une lettre tremblotante me remerciant de ne pas les avoir laissés te rendre petite. Elle a dit qu'elle aurait aimé s'exprimer plus tôt dans sa propre vie. Je garde cette lettre dans le même dossier que tous les documents hideux, un rappel que tout ce qui est sorti de ça n'était pas de la destruction. Une partie était de la correction. Quant à moi, ma vie ne s'est pas transformée par magie en un montage parfait. Je paie toujours un loyer, je rends toujours des comptes à un patron, je me bats toujours contre ma propre anxiété certaines nuits, mais mes rapports de crédit sont propres maintenant. Les comptes frauduleux ont disparu. Le gel est toujours en place, cette fois par mon choix. J'ai eu une petite augmentation au travail, pas à cause de ce qui s'est passé avec ma famille, mais parce que je me suis présenté, j'ai fait le travail, et j'ai refusé de laisser leur chaos me noyer. Le site web que j'ai construit sur l'abus financier et le vol d'identité au sein des familles a commencé à recevoir plus de trafic que je ne l'espérais. Des gens que je ne rencontrerai jamais m'envoient des emails pour dire que mon étude de cas les a aidés à empêcher un parent d'ouvrir un prêt à leur nom, ou leur a donné le langage nécessaire pour parler d'argent à un conjoint. Le week-end, je prends quelques projets de design supplémentaires, transformant des informations juridiques denses en quelque chose que les gens ordinaires peuvent réellement comprendre. C'est comme reprendre quelque chose que ma mère a tordu et l'utiliser dans un but opposé. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu une fin heureuse et nette où mes parents se sont excusés, l'ont pensé sincèrement, et où nous avons tous mangé un dîner de vacances maladroit mais guérisseur ensemble. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils sont toujours en colère. Ils parlent toujours de moi comme si j'avais brûlé la maison au lieu de souligner qu'elle était pleine de fuites de gaz. Peut-être que cela ne changera jamais. Ce qui a changé, c'est moi. Je ne mesure plus ma valeur à la quantité d'approbation que je peux extraire de gens qui ne me voient que comme un investissement. Je ne remets pas mes mots de passe, ma signature ou ma tranquillité d'esprit juste parce que quelqu'un partage mon nom de famille. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que l'amour et la loyauté ne signifient pas laisser les gens vous utiliser comme garantie pour leurs mauvaises décisions. Vous pouvez vous soucier de votre famille et tout de même vous protéger d'eux. Vous pouvez être blessé et tout de même choisir de passer par la grande porte de la loi au lieu de vous faufiler dans l'obscurité. Et si vous avez ne serait-ce que le plus petit sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans vos finances, vous n'êtes pas paranoïaque de vérifier. Sortez vos rapports. Posez des questions difficiles. Notez les choses. Les gens qui vous aiment vraiment voudront la vérité tout autant que vous. Ceux qui ne vous aiment pas appelleront peut-être cela une trahison quand vous allumerez enfin la lumière. Mais parfois, allumer la lumière est la seule façon de voir qui se tient réellement à côté de vous, et qui ne faisait qu'utiliser votre ombre.